Attentat suicide dans un restaurant à Haïfa en Israël. Une femme kamikaze a provoqué la mort de 19 personnes, une soixantaine de blessés, dont 8 dans un état grave. Le djihad islamique revendique l'attentat. Israël accuse Yasser Arafat. Un an jour pour jour après la mort de Sohan brûlée vive, une marche en sa mémoire à Vitry-sur-Seine, un millier de personnes, beaucoup d'adolescentes, derrière ce slogan « Se respecter et vivre ensemble ». À Rome, l'Europe à 25 lance ses dernières tractations sur la Constitution, de nombreuses divergences, un sommet sous haute sécurité, 300 000 manifestants à Rome et quelques actes de violence. Paris lance sa deuxième nuit blanche, un événement terni l'année dernière par l'agression de Bertrand Delanoë. Cette année, cet événement culturel sera solidement encadré pour laisser place à la fête jusqu'à l'aube. Laetitia Casta s'installe sur grand écran. Mercredi prochain sort Errance, aux côtés de Benoît Magimel, un couple en crise dans les années 70, sous le regard d'un enfant. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dans un restaurant bondé à Haïfa qu'une femme kamikaze a actionné sa charge explosive, dévastant l'établissement. Le bilan est terrible. Au moins 19 morts, dont 5 enfants, 60 blessés. Cet attentat suicide intervient à la veille des célébrations de Yom Kippour et un jour de Shabbat. Cet acte terroriste, particulièrement meurtrier, volontairement provocateur, à quelques heures de la journée la plus sacrée du judaïsme, ne manquera pas d'avoir de lourdes conséquences dont il est difficile d'évaluer la portée. L'État hébreu, aussitôt accusé l'autorité palestinienne. Pour sa part, Yasser Arafat condamne l'attentat. Sur place, Charles Anderlin. En ce samedi ensoleillé, veille du jeûne de Kippour, Maxime, ce restaurant du bord de mer, était bondé. Mais peu après 14 heures, une bombe humaine, une femme, a réussi à pénétrer jusqu'au milieu de la salle pour y actionner ses explosifs. L'horreur. Des familles entières sont décimées, juives et arabes. Haïfa est en effet une ville mixte, et le restaurant appartenait à des Arabes israéliens. 5 enfants sont parmi les morts, d'autres sont gravement blessés. Le vigile qui gardait l'entrée n'a pas réussi à arrêter la terroriste. Il a été tué. Cet attentat est la preuve qu'il n'y a pas de différence entre le sang juif et le sang arabe. On vient de perdre ici nos meilleurs amis, les meilleures familles. Il n'y a pas de différence. Que les dirigeants se rencontrent et qu'ils s'entretuent. Arafat, Sharon ont des gardes du corps, eux. Il faut attraper Arafat et l'expulser d'ici, avec tous ceux qui l'entourent. C'est ce qu'exige une partie de l'opinion publique israélienne et ce que craignent les dirigeants palestiniens. À Ramallah, Saeb Erekat a rejeté les accusations israéliennes selon lesquelles l'autorité autonome aurait une responsabilité dans l'attentat qu'il a condamné au nom du Premier ministre Abou Ala. La question n'est pas de savoir si Abou Ala condamne l'attentat. Je sais qu'il le condamne. Mais est-ce qu'il va prendre des mesures contre les instigateurs, les organisateurs de ce genre d'attentat? Alors qu'il est, l'état-major israélien est réuni pour envisager les ripostes possibles. Réaction de la communauté internationale. L'Union européenne condamne avec fermeté bien sûr cet attentat, tout comme Dominique de Villepin qui considère que le terrorisme ne peut qu'affaiblir la cause palestinienne et malgré la colère et la douleur, il souhaite qu'Israël fasse preuve de retenue, évitant l'irréparable. En direct de Jérusalem, nous vous retrouvons Charles Anderlin. Le djihad islamique a donc revendiqué l'attentat suicide d'Haïfa. On attend maintenant la réplique d'Israël et c'est le sort de Yasser Arafat qui pourrait être en jeu. Oui, tout à fait. Cette revendication du djihad islamique n'a surpris personne ici. En effet, au cours de ces derniers jours, l'armée israélienne a procédé à des opérations contre le djihad islamique et capturé un de ses chefs. Le mouvement avait annoncé des représailles contre Israël. Alors, à l'heure actuelle, des consultations ministérielles se déroulent à Tel Aviv, aussi à l'état-major. On considère qu'il y a 3 possibilités. Une opération d'envergure contre des chefs islamiques à Gaza, de nouvelles liquidations ciblées de chefs du Hamas et du djihad à Gaza, peut-être aussi en Cisjordanie, et peut-être, dit-on ici, la possibilité la moins probable, ce serait une attaque contre Yasser Arafat, son expulsion ou son assassinat. Mais à l'heure actuelle, il y aurait d'intenses pressions américaines notamment pour que cela ne soit pas le cas. Merci Charles Anderlin.
En France, à Strasbourg, un enfant de 4 ans est décédé de mort suspecte. Sans pouvoir parler de maltraitance, on sait que le petit garçon portait des traces sur le corps. Sa famille affirme qu'il est tombé. Une autopsie sera pratiquée. La mère et son concubin sont placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Christine Beauce, Pascal Ridinger. Quelques fleurs sur le rebord d'une fenêtre au volet clos, en hommage au petit Dylan, 4 ans, mort la nuit dernière à son domicile dans des conditions encore inexpliquées. La mère et son concubin ont appelé les secours en prétextant une chute de l'enfant. Le SAMU ne pourra que constater le décès du petit garçon dont le corps présente des traces suspectes. La mère et son concubin ont été placés en garde à vue. Le quartier de la Montagne Verte est sous le choc. C'est un énorme choc pour tout le monde, hein. Surtout pour toutes les mères de famille. Je veux dire, on peut penser que ça peut arriver à n'importe qui, hein. C'est vrai que moi je suis maman d'un petit garçon, donc je ne peux pas comprendre non plus l'attitude. Je peux essayer de comprendre, mais sans comprendre dans le fond pourquoi elle a pas réagi plus tôt, pourquoi elle s'est pas mise en travers, pourquoi elle n'a pas appelé la police, pourquoi plein de choses. Consternation également à l'école maternelle du quartier où l'enfant était scolarisé depuis 2 ans. Espiègle et joyeux, Dylan ne présentait pas de signes de maltraitance, mais pour la première fois, il était absent depuis 10 jours. Émotion des parents d'élèves. C'est vrai que ça choque, ça choque. Je suis désolée. Cette affaire survient 2 mois après la mort à Strasbourg de Nicolas, 9 ans, torturé par sa famille. Un drame qui avait suscité une très grande émotion. Il y a un an, jour pour jour, Sohan était brûlée vive dans un local poubelle de sa cité. Un an après, en sa mémoire, et pour que jamais plus un acte d'une telle barbarie ne se reproduise, une marche était organisée à Vitry-sur-Seine. Dans le cortège, la famille de l'adolescente, beaucoup de filles, quelques garçons déterminés à se battre pour que change le sort des femmes dans les cités. Fanny Auvergne, Chloé Lecomte. En arrivant sur les lieux du crime, les amis de Sohan se cachent le visage derrière leur banderole pour être discrètes, par peur d'être reconnues par des amis du meurtrier présumé. Pourtant, les habitants de Vitry sont venus nombreux pour rendre un hommage à la mémoire de Sohan, brûlée vive ici, il y a 1 an, par un garçon du quartier. C'est un crime abominable contre lequel j'ai envie de m'élever, parce que c'est l'extrême des violences faites aux femmes. Si tout le monde se mobilise et se met devant pour dire non à cette violence, je pense que ça ira, mais bon, j'y crois pas. Je le dis honnêtement, j'y crois pas. Dans le cortège, beaucoup de garçons, de pères de famille, choqués par ces rapports violents entre hommes et femmes. C'est des rapports humains qu'on veut plus voir, qu'on veut pas voir. On croyait que c'était fini, que c'était d'un autre âge, et que ça doit être condamné. Les hommes qui traitent les femmes comme ça, je ne sais pas d'où ils sont venus. Et ça me fait beaucoup mal, ça m'a beaucoup touché. Les 2 sœurs de Sohan n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais la chanteuse Lame, très connue chez les adolescents, a tenu à les soutenir. Moi, en tant que chanteuse et en tant que femme, j'ai voulu... J'étais sensible par cette histoire et donc j'ai voulu être là aujourd'hui. Des dizaines de bouquets à la mémoire de la jeune fille ont été déposés sur la plaque qui prône le respect et l'égalité. En 1 an, cette stèle a été détruite 2 fois. Autre cortège, celui-là composé de femmes portant des masques noirs et qui se sont rassemblées pour dénoncer les violences conjugales en s'allongeant cet après-midi sur une place du centre de Lyon. Une manifestation organisée par un collectif féministe de la région. La disparition de Marie Trintignant donne une certaine actualité à ce sujet, a affirmé l'une des militantes. Après la violente explosion dans un hangar à Saint-Romain-en-Jarret, 2 pompiers sont toujours entre la vie et la mort. Un de leurs collègues grièvement blessé est désormais hors de danger. Sur place, des équipes continuent de sécuriser le site avec toujours cette interrogation. Les engrais chimiques stockés dans l'entrepôt avaient-ils été signalés? Certains pompiers mettent en doute la parole de l'agriculteur. Reportage Loïc Delamornay, Guillaume Michel. C'est le cœur de la zone interdite aux alentours de l'entrepôt. Un périmètre de sécurité en éloigne les habitants. Sous ces décombres, les pompiers ne savent toujours pas ce qu'il reste comme produit potentiellement dangereux. Il y a une bonne partie qui a été en fait évacuée par l'explosion, une bonne partie d'ammonitrate. Par contre, un certain nombre de produits ne sont pas encore identifiés clairement, et ce qui explique la raison pour laquelle nous maintenons un périmètre. Dans l'explosion, le premier étage du bâtiment s'est effondré, causant de nombreux blessés chez les pompiers. Anthony Fraisse est de ceux-là, il vient de sortir de l'hôpital. La déflagration, elle est partie horizontalement. Et nous, par chance, on avait la dalle du plafond qui nous a protégés avec mon collègue. Et par contre, elle s'est effondrée au sol, quoi. Avec vous? Avec nous, ouais.
Son collègue, le sergent Terrier, lui, n'a aucun souvenir de la déflagration. En revanche, il se rappelle parfaitement de ce que lui a dit le propriétaire de l'entrepôt quand ils ont commencé à combattre l'incendie. Et nous-mêmes, on avait entendu un bruit suspect, on lui a redemandé s'il y avait quelque chose, notamment du gaz, parce qu'on passe toujours au gaz, qui nous a dit non, qui nous a confirmé qu'avec des caisses en plastique, effectivement qu'on avait vu des caisses en plastique, des fruits, des cagettes, sans plus, sans danger. Hier, le propriétaire de l'entrepôt avait publiquement mis en cause l'action des pompiers. Les enquêteurs devront aussi lever les zones d'ombre autour de cette intervention. Ce soir, 2 pompiers sont toujours dans un état critique au CHU de Saint-Étienne. Leur état est stable, mais c'est bien là le problème. Leur santé ne se dégrade pas, mais elle ne s'améliore pas non plus. Les médecins sont particulièrement inquiets pour l'un des deux. En Corse, Michel Agneau-Marie vient d'annoncer à Bastia près de 2 millions d'euros consacrés à la protection des gendarmes avec 800 gilets pare-balles. Dans l'histoire de la construction européenne, une nouvelle étape a été franchie ce samedi avec le coup d'envoi des dernières négociations sur la constitution de l'Europe à 25. À Rome, les chefs d'État et de gouvernement réunis en sommet extraordinaire ont tenté d'avaliser, malgré leurs différences, le projet de constitution sur lequel travaille depuis plus d'1 an et demi Valéry Giscard d'Estaing. Mais déjà se dessinent 2 blocs, ce qui n'est pas forcément de bon augure. Pour l'instant, ni un échec ni un succès. On retiendra les déclarations optimistes. Sur place, Christian Marimonneau, Dominique Merlin. Derrière les sourires de la photo de famille, quelques crispations. Il est vrai qu'à 25, les divergences sont réelles, surtout quand on aborde un projet de constitution. Mais ce matin, tous ont suivi la recommandation de Silvio Berlusconi. Ce moment exceptionnel est l'occasion de faire valoir ce qui nous unit plus que ce qui nous divise. Ce projet constitutionnel a été élaboré par la Convention sous l'autorité du président Valéry Giscard d'Estaing. Ce projet suscite l'approbation des pays fondateurs, plus la Grande-Bretagne, l'opposition des Espagnols et des Polonais qui veulent introduire Dieu dans cette constitution, enfin les critiques des 10 nouveaux membres qui craignent la domination des grands pays. Le président Jacques Chirac ne veut pas que l'on ouvre la boîte de Pandore. La réforme se fera. Elle sera très proche de la proposition de la Convention. Elle recueillera un avis unanime, parce que je ne vois pas qui pourrait se mettre en situation de bloquer la réforme. Parmi les 15, certains n'hésitent pas à faire planer la menace, à savoir, attention, le choix politique est lié aux subventions européennes. À bon entendeur, salut. Et pendant ce temps-là, Rome, non loin du site bunkérisé où avait lieu le sommet, plus de 300 000 manifestants sont descendus dans les rues. 2 cortèges distincts, dont celui des altermondialistes, et au total, quelques violents incidents. Gérard Kesbeck. Dès ce matin, la manifestation des altermondialistes a pris un caractère très radical. Et dès ce matin, des incidents ont éclaté en plein centre de Rome. Mais comme toujours, les affrontements ont eu lieu en fin de parcours, à l'endroit même où s'était tenu le sommet européen. Je n'ai pas peur de ces hommes politiques européens. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Je pense que ce genre de sommet ne sert à rien. On est là pour se faire voir, pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et qu'on existe. Pendant plus d'1 heure, les manifestants ont provoqué les forces de l'ordre. Et la riposte a été brève mais violente. Les bavures ont été nombreuses. L'homme, un secouriste originaire de Gênes, a dû être évacué en ambulance. Les charges de la police ont été coordonnées en permanence à partir de ces hélicoptères. Alors qu'il est, la manifestation se termine. Les affrontements ont été assez durs, mais très rapides. La police a repris le contrôle du quartier et ce soir, on peut dire que tout est terminé. Venons-en à cette affaire rocambolesque, dont nous y viendrons plus tard parce que le sujet n'est pas prêt. Contre les mines antipersonnelles, comme chaque année à l'initiative de Handicap International, et pour la 9e fois, cette immense pyramide de chaussures installée au Trocadéro, mais aussi dans une trentaine de villes en France.
À cette occasion, nous avons choisi de suivre l'une des équipes d'handicap international encore présentes en Irak. Une demi-douzaine d'expatriés ont choisi de rester. Leur travail consiste surtout à aider des blessés, victimes d'explosifs irakiens ou américains. Portrait d'une de ces volontaires qui, malgré les difficultés et la violence au quotidien à Bagdad, continue sa route. Reportage Jérôme Beunier, Alain Dubas. En février dernier, Chris a tapoté son ordinateur pour répondre à une annonce internet d'handicap international. Et la voici plongée au fond de la souffrance irakienne. Cette kinésithérapeute anglaise parcourt les hôpitaux pour aider les victimes de mines ou d'explosifs, comme Mohamed. Je gardais mes boutons quand j'ai vu un bout de métal. Je l'ai touché avec mon bâton et puis il a explosé. Son père affirme pourtant l'avoir mis en garde. Tous les 15 jours, je leur disais de ne pas jouer avec ce genre d'objet. Ils ne veulent rien savoir. Mohamed a 16 ans, mais il ne comprend pas. Fawzi, lui, a ramassé une grenade sur son terrain de foot. Elle lui a explosé dans la main. Un éclat lui a coupé la moelle épinière. Il est entièrement paralysé. La priorité est de le faire hospitaliser dans un établissement adéquat. Il a une blessure à la moelle épinière. Alors nous allons essayer de le faire transférer dans un hôpital ou une agence qui pourra le soigner. Le danger est partout dans l'Irak de l'après-guerre. Il vient des restes de bombes à fragmentation américaines ou des munitions abandonnées par l'armée irakienne. Moi je travaille particulièrement dans les écoles. Il y avait l'armée irakienne avait occupé toutes les écoles. Donc on retrouve des munitions dans toutes les écoles. Après 3 mois de mission, Chris ne regrette pas d'être venu à Bagdad. Je pense à ce petit garçon. Il ne souriait jamais. Mais quand il s'est retrouvé sur ses 2 pieds, il a souri à nouveau. Prochaine étape pour Handicap International, la prévention, particulièrement dans les écoles. En Irak, où la découverte de missiles antiaériens Roland supposés d'être d'origine française, cette annonce faite par les autorités de Varsovie a été totalement réfutée par Jacques Chirac lui-même. Ces armes étaient censées avoir été fabriquées en France en 2003. Le président de la République a précisé qu'il n'en était rien. La France n'en fabrique plus depuis 15 ans et a appliqué d'ailleurs l'embargo sur les armes depuis 1990. En fin de journée, Varsovie a finalement exprimé ses regrets. Sachez encore qu'à Bagdad, des anciens soldats de l'armée de Saddam Hussein manifestaient pour réclamer le paiement de leur solde. Une émeute a éclaté à l'aéroport de la capitale, mais aussi à Bassora dans le sud, provoquant la mort de 2 Irakiens. C'est demain que la Tchétchénie s'apprête à élire un nouveau président sous l'œil de Moscou. Un scrutin qui fait penser qu'on est sur le chemin de la démocratie, mais en réalité, seul un président pro-russe a ses chances. L'ancien moufti Akhmad Karidov, qui dirige l'administration tchétchène et qui a toute la confiance des Russes, est l'unique candidat assuré de la victoire. Une élection qui ressemble plutôt à une mascarade. Reportage Dominique Derda, Franck Brisset. Chaque matin à l'aube, le même rituel. Jamais ces soldats russes ne sortiraient de leur caserne aux abords de l'aéroport sans s'être assurés auparavant que la route qui mène à Grozny n'est pas minée. Des mines, il y en a beaucoup en Tchétchénie, de toutes sortes. Les combattants tchétchènes ne manquent ni de ressources, ni d'imagination. On ne les voit nulle part, ces rebelles. Ils se cachent parmi la population civile. Ensuite, rien n'est plus simple pour eux que de déposer quelque part l'un de ces engins piégés et de le déclencher à distance. Pas une semaine sans un attentat contre les forces fédérales. Le Kremlin a beau dire que la situation en Tchétchénie est en voie de normalisation, personne n'y croit vraiment. Pourtant, ce dimanche, les Tchétchènes sont appelés aux urnes. Les militaires aussi d'ailleurs, du moins ceux qui sont basés de façon permanente dans la petite République. Ancien indépendantiste, Ahmad Kadyrov s'est vite rangé du côté de la Russie après la Première Guerre. Il avait tout à y gagner. Ces milices désormais font régner la terreur. Formés et armés par les Russes, les hommes de Kadyrov sont accusés des pires exactions. Il y a moins d'un mois, les sondages donnaient Kadyrov largement battu. Depuis, il est sûr de l'emporter. Ses principaux rivaux ont tous été éliminés de la course à la présidence. L'un s'est vu offrir un poste de conseiller auprès de Vladimir Poutine. L'autre a été rayé des listes par la Cour suprême.
Tous les jours, il y a des gens qui disparaissent, dit cette femme, qui rentre de 4 années d'exil en Ingouchie. Et personne ne fait rien pour empêcher ça. C'est la loi du plus fort qui règne dans ce pays. Ces élections n'y changeront absolument rien. Le processus de règlement politique mis en place par le Kremlin en Tchétchénie a tout d'une parodie de démocratie. D'ailleurs, pour ne pas cautionner l'élection présidentielle du 5 octobre, les organisations russes de défense des droits de l'homme ont décidé de n'y envoyer aucun observateur. Depuis une vingtaine de minutes, Paris est entré dans sa deuxième nuit blanche. Cet événement culturel avait été marqué l'an passé par l'agression contre le maire de Paris. Cette fois-ci, la fête devrait reprendre ses droits sous haute sécurité. Jusqu'à l'aube, des moyens de transport en commun devraient fonctionner sur certaines lignes. On attend plus d'1 demi-million de noctambules. Stéphane Bretner, Annie Triboire. À l'hôtel de ville ce matin, il n'y avait qu'un seul garde du corps derrière Bertrand Delanoë. Ne lui parlez pas de son agression ou de protection, le maire n'aime pas ça. Pourtant ce soir, ils seront plusieurs à assurer sa sécurité. C'était dans la pièce d'à côté que l'année dernière, Azzedine Berkane s'est précipité sur Bertrand Delanoë pour le poignarder. L'agresseur avait expliqué qu'il n'aimait pas les politiques et les homosexuels. Les autorités ont reconnu que pour la première nuit blanche, elles avaient été débordées par l'affluence. Pour cette deuxième édition, la préfecture a vu large. Vous avez capté le message de Tango 3? Voici le cerveau du dispositif. La salle de commandement, d'où seront dirigés 2200 policiers. Un dispositif renforcé, 700 000 spectateurs sont attendus toute la nuit. Il n'y a pas de crainte très particulière, mais on attend quand même plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc il faut que nous ayons un dispositif pour répondre à cet afflux important de visiteurs, de piétons et hélas de voitures. Les voitures justement, elles sont dans le collimateur. Veuillez me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît. Depuis cet après-midi, contrôle à tout va. Et ce soir, une quinzaine d'équipes volantes traquera dans Paris et à la périphérie l'alcoolémie au volant et la vitesse avec un objectif. Que tout se passe dans la tranquillité publique, déjà. Et puis d'autre part, qu'on ait le moins d'accidents possible sur Paris. Et là, je pense qu'on aura réussi notre pari. Conclusion, si vous voulez en profiter, laissez votre voiture. Des lignes de bus et de métro sont gratuites pour les noctambules jusqu'à l'aube. Le lancement de la campagne des régionales, Marine Le Pen, chef de file du Front National en Ile-de-France, tenait une conférence de presse aujourd'hui à Paris. La fille de Jean-Marie Le Pen souhaite s'adresser aux jeunes d'abord en leur demandant de reprendre en main leur destin. Son slogan pour cette campagne, une femme à vos côtés. Alors que la polémique autour des 35 heures agite la classe politique cette fin de semaine, François Fillon affirme qu'il n'y aura pas de grand soir des 35 heures. Il ajoute dans un entretien à paraître demain dans le journal du dimanche qu'il n'est pas possible de se débarrasser par un vote aussi brutal et autoritaire des 35 heures que celui qui les a instaurés. Après les épreuves endurées par les personnes âgées durant la canicule cet été, nous avons choisi de faire le point sur ces réseaux gérontologiques. Depuis 3 ans, à titre expérimental, il en existe 19 en France. Leur objectif, faire en sorte que les personnes âgées restent chez elles le plus longtemps possible avec le même suivi médical. Ces réseaux font intervenir infirmiers, assistantes sociales ou médecins. Peut-être un exemple à suivre. Reportage François Privat, Philippe Ritten. Maintenir les personnes âgées à domicile en milieu rural. Un combat pour le docteur Philippe Auberger qui dirige un réseau gérontologique. Ce matin, réunion autour du cas d'une patiente de 82 ans. Va-t-elle ou non pouvoir demeurer dans sa famille d'accueil? Aujourd'hui, on est venus tous ensemble pour faire le point sur votre situation. Hein? Oui. Ça fait 1 an que vous êtes dans le réseau. Autour de Jacqueline, son médecin traitant, mais aussi son infirmière, son assistante sociale et un membre de sa famille d'accueil. Il y a 1 an, elle arrivait à se lever toute seule de son fauteuil. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, là, je l'aide à se lever. Beaucoup plus. Oui. Son diabète est bien équilibré. Et... Bien équilibré, oui. Puis quand je vois qu'il y a des problèmes, je fais des contrôles la journée de diabète. Le réseau permet aussi de prendre en charge des fournitures ou des équipements, comme ce fauteuil coquille. Au terme de son bilan d'autonomie, la bonne nouvelle tombe enfin pour Jacqueline. Elle peut rester à la maison. On n'est pas bien, mais en retraite. On n'est pas bien. C'est mieux ici. À 76 ans, Irène, ici avec sa fille, souhaite bénéficier de l'aide au maintien à domicile. Bilan médical complet à l'hôpital, avec évaluation de ses déplacements et de ses problèmes de perte d'équilibre. Ouvrez les yeux, Madame Coulon. Est-ce que le stylo est net? Oui. Échelon central de l'autonomie, les points de repère du quotidien, évalués ici avec précision. La petite aiguille montre quoi? L'heure ou la minute? Les minutes.
L'inversion du rôle de la grande et de la petite aiguille. Un exemple de confusion synonyme de perte d'autonomie. Une fois les faiblesses évaluées, un programme individualisé est mis en place pour maintenir la personne à domicile. Est-ce que vous devez la citer pour boire? Pour boire, oui quand même, parce qu'elle ne boirait pas trop. Les professionnels et surtout les personnes au sein du réseau sont satisfaits de cette prise en charge. Et puis on s'aperçoit également qu'au niveau économique, les coûts sont bien inférieurs à une prise en charge en maintien à domicile classique. Depuis 3 ans en France, 19 réseaux gérontologiques expérimentaux fonctionnent avec succès, mais en zone rurale exclusivement. La première journée nationale des apnées du sommeil. Derrière ce terme générique, il s'agit de dormeurs qui cessent de respirer pendant quelques secondes et de façon régulière toutes les nuits. Pour les médecins, c'est une maladie et elle se soigne. Isabelle Quintard, Bruno Vignet. Une petite mélodie s'élève au cœur de la nuit. Gérard de Castex dort, ronfle, mais pas seulement. 18 fois par heure, sa respiration s'arrête pendant plusieurs secondes. Ces pauses respiratoires sont des apnées du sommeil, une maladie respiratoire chronique diagnostiquée chez lui en 1996 grâce à un enregistrement de son sommeil. Donc la respiration est correcte, nous avons une apnée, une période respiratoire, une apnée. En fait, le danger réside dans les pauses, mais aussi quand l'organisme se remet à respirer. Ce qui est c'est l'équivalent d'un coup de bélier dans une tuyauterie, si vous voulez, et il va y avoir une augmentation de la pression artérielle avec augmentation des risques, notamment des risques cardiovasculaires, augmentation des risques au niveau d'accident vasculaire cérébral. L'apnée du sommeil est due à un mauvais fonctionnement des voies respiratoires et de certaines zones du cerveau. Constamment fatigué, Gérard était tombé dans la dépression et avait même perdu son emploi. Moi, c'était le moral à zéro, pas l'envie de travailler, le manque d'envie. La privation de sommeil peut entraîner un manque de vigilance au volant avec de sérieux risques d'accident de voiture. Dès son diagnostic, Gérard a donc été soigné, c'est-à-dire appareillé, et chaque soir c'est le même rituel, il porte ce masque. Le masque, il vous envoie donc de l'air sous pression par les voies aériennes supérieures, ce qui permet de plaquer le voile du palais, vous empêcher de ronfler, mais surtout vous gonfle donc la partie du cou, donc vous permet vous dégage les voies respiratoires et permet le passage de l'air. C'est aujourd'hui la solution de référence pour ces malades. Ils sont près de 2 millions en France, sans compter ceux qui s'ignorent et qui ne savent pas pourquoi. La nuit est leur ennemi. Entre éducation et consommation, une cantine particulière pour les tout-petits dans une école maternelle de Paris. Dès 3 ans, les enfants sont initiés aux joies du self. Ils ne choisissent pas leur plat, mais les enfants se servent seuls. Ils sont ravis et ça marche. Elisabeth Esley, Didier Rancoeur. Allez mon Léo. On a beau faire très attention, l'équilibre n'est pas chose facile et personne n'est à l'abri d'une petite faiblesse. Malgré tout, quand on a entre 3 et 6 ans, le self, on adore. Je préfère le selfie. J'approche ma coupelle et mon plateau pour pas renverser. Expérience pilote, dans cette école maternelle, la cantine fonctionne en self-service depuis février. Mais seulement pour l'entrée et les desserts. Pour le plat chaud, il y aurait trop de risques. Peu de dégâts et peu de casse, plateaux et verres sont adaptés et les enfants très stimulés. Il y a une émulation et je pense qu'ils mangent presque mieux parce que le fait d'aller se servir soi-même, bien on les oblige pas à manger, donc non, ils goûtent de tout. Même si certains ne sont pas vraiment convaincus. C'est parce que j'aime pas tellement les choses. Et pour les desserts tout à l'heure, t'en prendras plus ? En tout cas, pour les petits comme pour les gros appétits, se servir soi-même, c'est apprendre à maîtriser ses gestes, à devenir plus habile. Ce restaurant s'intègre tout à fait dans le projet pédagogique de l'école, apprentissage de l'autonomie, découverte du goût, des saveurs, apprendre à s'organiser dans un restaurant ensemble sans se bousculer. Et la formule plaît aux parents, la fréquentation de la cantine a augmenté. Une vingtaine de selfs devraient bientôt être mises en place dans d'autres maternelles. Venons-en cette fois-ci à cette affaire rocambolesque. Une petite distillerie de whisky écossais était surveillée par le Pentagone. Le ministère américain de la Défense s'y intéressait de près. Voici pourquoi. Arnaud Miquet. À l'évidence, ce n'est pas le désert irakien.
Nous sommes à des milliers de kilomètres du Golfe, dans la petite île écossaise de Islay. Pourtant, c'est ici que les services secrets américains, toujours à la recherche d'armes de destruction massive, pensaient avoir trouvé une nouvelle piste. Les fameuses armes ne sont pas forcément où l'on croit, alors le Pentagone a jeté son dévolu sur cet endroit. En fait d'armes chimiques, c'est un whisky des plus artisanales que produit cette petite distillerie victorienne. De sa boutique londonienne, son propriétaire n'en revient toujours pas. Il avait placé des caméras de surveillance dans la distillerie pour que les passionnés puissent suivre via Internet le processus de fabrication. Les espions américains, eux aussi, observaient l'endroit sur Internet, mais n'y voyaient pas la même chose. On a reçu un email nous disant qu'une de nos caméras ne marchait pas. C'était en provenance d'une agence mise en place après le 11 septembre pour surveiller la menace terroriste. C'est quand même drôle de voir qu'on peut confondre une distillerie qui fait quelque chose de très bon, le whisky, et une usine qui fait quelque chose de très mauvais, des armes chimiques. Aujourd'hui, il ironise. Voilà mon whisky de distraction massive. Qu'on se le dise, l'oncle Sam a un œil sur tout. Mais l'arsenal de Saddam caché dans ses tonneaux, c'est peut-être un peu poussé le bouchon. Football avec le championnat en Angleterre. Arsenal s'est imposé 2-1 face à Liverpool. Arsenal, toujours leader du championnat, conforté sa première place grâce notamment à ce but spectaculaire du milieu de terrain français Robert Pires. Voilà. En France, match avancé de la 9e journée de championnat de Ligue 1. Dans le derby breton, Nantes a battu Rennes 1-0 grâce à un super but des 25 mètres de Hadjadj. Voilà le but. Ce soir à Rouen, le boxeur Afif Djelti défend son titre de champion d'Europe. Le Français est âgé de 44 ans, c'est le plus vieux professionnel en activité. Une exception dans une discipline aussi exigeante. Avant de prendre sa retraite, Djelti rêve d'un titre mondial. Son portrait, Aaron Tanzit et Sylvain Dauba. Sur la balance, un boxeur super plume qui supporte le poids des ans. 58, 120. Afif Djelti a 44 ans, un véritable phénomène. Il est le plus vieux champion d'Europe de l'histoire. C'est très bien. C'est très rare. Très rare. C'est une preuve de courage de sa part. C'est magnifique. Il a grandi à Rouen, dans un quartier qu'il n'a jamais quitté. Un enfant de la cité passionné de boxe. À l'âge où les autres prennent leur retraite, lui décide de passer professionnel à 31 ans. Apprentissage difficile, 5 combats, 5 KO. Quand il y avait des galas, on m'appelait pour rencontrer des boxeurs pour que je perde, quoi. Parce que j'étais une galette. Et moi, je sais que j'étais bon. Je sais que j'étais bon. À l'entraînement, j'étais très fort. À l'entraînement, je boxais, j'étais Mohamed Ali. À l'entraînement, Djelti rattrape le temps perdu. Tous les matins, il est le premier arrivé. Tous les soirs, le dernier parti. En France, personne ne croit en lui. C'est à l'étranger que Djelti enchaîne les succès contre des adversaires qui ont presque l'âge de son fils. En juillet 2002, c'est la consécration. Il devient à 43 ans champion d'Europe, du jamais vu. Moi, j'ai rien à perdre. Le jour où je perdrai, la personne qui me battra, ça sera honteux pour lui. Parce qu'il a battu un vieux. Il n'y a pas de mal. Ce soir, pour la défense de son titre, le doyen des rings s'est entraîné, la rage au cœur. Mais avant de prendre sa retraite, il caresse un rêve, celui de devenir champion du monde. Culture avec cette magnifique exposition au Grand Palais, une rétrospective consacrée à Vuillard avec plus de 200 œuvres, dont certaines inédites. Visite guidée, Christophe Hérault, Patrick Deschmecker. Amusons-nous un instant à une partie de cache-cache avec Édouard Vuillard. Un jeu d'enfant pour comprendre qui fut ce jeune provocateur nabi des années 1880, devenant un peintre du bonheur bourgeois de l'entre-deux-guerres. Une partie de cache-cache entre ses fresques, au Trocadéro à Paris, et ses photographies d'un autre siècle. Qui était cet homme vivant tout le long de sa vie avec sa mère, mais amoureux des femmes? C'est vrai qu'il y a toujours cet aspect un peu séminariste, vieux garçon, chez lui, mais il trompe son monde. C'est-à-dire il sortait,
Il rentrait très tard dans la nuit, il adorait les cafcons, il adorait les lieux où on se perd jusqu'à plus d'heures dans Paris, donc il est un vrai Parisien noctambule. Vuillard, bon vivant d'accord, mais Vuillard, avant tout, un peintre de son intimité. Intérieurs familiaux devenant des petites scènes théâtrales, des huis clos où les murs écrasent la famille, l'étouffent. Sa peinture fourmille, les individus disparaissent englués par la couleur et les détails. L'ennui guette et l'espace se rétrécit, la tapisserie fleurie avale désespérément le personnage. La peinture, revue comme une énigme. Quelquefois, il faut 5 ans avant de s'apercevoir qu'il y a un objet qui est au centre de la toile qu'on n'a pas vu, parce qu'il se dissimule à l'intérieur de l'ombre, à l'intérieur des textures, et à l'intérieur des jeux de couleurs. Et ça, c'est une chose qu'il adore faire. Édouard Vuillard aura donc passé sa vie à se cacher derrière ses toiles. 60 ans de peinture et au jeu de cache-cache, c'est sûrement le barbu au canotier qui connaît tous les recoins pour se dissimuler. Cinéma avec le retour de Laetitia Casta, la belle Laetitia qui s'installe sur grand écran avec Errance aux côtés de Benoît Magimel, un couple en crise dans les années 70 sous le regard d'un enfant, du cinéma d'auteur où chacun d'entre nous peut se retrouver. Marie-Jo Jouan, Philippe Lutti. Au pays du Gévaudan, l'histoire d'un jeune couple. Oui, mon fils. Maintenant, je vais m'occuper de vous. On va partir d'ici. Une histoire trop simple, peut-être. Lou, trop belle pour Jacques, hanté par ses démons, l'alcool, les arnaques, les filles. Un couple à la recherche d'un bonheur qui se dérobe, sous le regard d'un enfant. Pour César, si je reste. Pour qu'il ait un père, même s'il ne voit pas. On va repartir à zéro. On va être heureux. Cet enfant est brinque-ballé de droite à gauche. Il est dans cette errance avec des parents qui se déchirent. Ce que je fais, c'est pour nous. Rien que pour nous. Mais j'ai peur, Jacques. Mais t'as pas à avoir peur. Mère aimante, épouse déchirée, Damien Odoul révèle une Laetitia Casta définitivement actrice. Loin de l'icône des magazines, une jeune femme simple, décidée à s'impliquer dans le cinéma d'auteur. Moi, je n'aime pas forcément Lou, je ne la comprends pas forcément dans sa souffrance, dans le fait qu'elle ne veuille pas affronter sa vie. Mais justement, c'est ça qui m'a, je dirais, intéressée et je voulais connaître, je voulais toucher. Le réalisateur s'est inspiré de sa propre mère, les années 70, la blondeur. Laetitia Casta, une nouvelle Brigitte Bardot. C'est de la connerie de faire des références, mais au fond, bon, peut-être que ce qui correspond à quelque chose de très libre. Voilà, mais il n'y en a qu'une, Brigitte Bardot. Pour le film, Laetitia Casta s'est mise à fumer. Benoît Magimel a pris 12 kilos. Cinéaste exigeant, Damien Odoul dissèque le couple pour que chacun puisse s'y introduire ou s'y reconnaître. Avant de refermer ce journal, cette récompense pour France 2 lors du prix Bayeux des correspondants de presse, Grégoire Degnaud et Hervé Papeleret ont reçu le prix télévision pour leur reportage au cœur de la bataille diffusé lors de la chute de Bagdad le 8 avril dernier. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Rioué, 20h55, le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Nathalie Baye. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de la nuit blanche à Paris depuis une demi-heure et jusqu'à demain matin. Les musées seront ouverts et les spectacles dans la rue.